Bonjour à tous. Vous êtes un certain nombre à être connectés. Nous allons essayer de commencer à l'heure. Nous attendons quelques minutes. J'espère que vous entendez correctement. Je redonnerai les instructions pour suivre ce webinaire consacré à l'activité partielle et le coronavirus. Mais d'emblée, sachez que vous avez à la droite de votre écran un live chat qui vous permettra de communiquer avec les intervenants. En ce premier jour. Alors, je vois qu'effectivement, nous avons déjà des gens connectés. Bonjour à tous. Et on nous entend très bien. Alors, la technique est avec nous. Alors, elle n'est pas nécessairement avec tout le monde, évidemment, puisque évidemment, nous faisons tout ça en étant confinés. Donc, nous sommes répartis sur plusieurs coins de la France. Et nous avons d'ailleurs, je redirai tout à l'heure, nous avons perdu dans le cloud, nous avons perdu un de nos intervenants, donc Pierre de Villeneuve, qui a des difficultés à se mettre en ligne. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons deux intervenants particulièrement experts qui compléteront et remplaceront presque aussi bien Pierre de Villeneuve. Donc, on va laisser quelques temps aux participants. Sachez que vous êtes 300 déjà inscrits, ce qui sur un nombre d'inscrits d'un peu plus de 600, effectivement, nous arrivons à la moitié, c'est déjà bien. Ah, nous avons des réflexions sur les cadres et la déco de Maître Véronique Schild. Ah bon? C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est ça la magie en fait du webinaire. Est-ce que cette période un peu étrange et surprenante fait vivre avec ces... c'est que certains ont aperçu le képi, c'est ça, et la communication à distance qui nous amène évidemment à innover. Je ne cache pas que faire des cours et des conférences uniquement en ligne, il y a quelque chose d'un peu surprenant. Alors, si vous avez aussi, je précise, si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à poser la question sur le chat et on interviendra. Nous avons quelqu'un qui monitore et qui pourra intervenir pour vous donner des instructions, autant de choses. Petite précision d'ailleurs, il convient de se connecter en utilisant Chrome ou Firefox. Les autres navigateurs ne supportent pas le système apparemment. Alors, il est 9h, on va attendre encore une petite... Donc, on me dit que ça marche aussi sur Internet Explorer. Donc, apparemment, vous pouvez vous connecter soit avec Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer. Ah. Donc, on va essayer de bonjour à l'Alsace. Je pense que nous avons plusieurs régions représentées. Et bon courage à l'Alsace, d'ailleurs. Si vous le voulez bien, je vous propose de commencer, peut-être. Bienvenue dans ce webinaire animé par Deloitte Legal Tage, cabinet d'avocats, et Deloitte Human Capital, sur les activités partielles et le coronavirus, donc les réflexes indispensables à avoir à l'esprit. Je me présente très brièvement, donc je m'appelle Arnaud Renoir, je suis professeur à l'Université Paris-Dauphine et je suis en charge du comité scientifique juridique du cabinet Deloitte Legal Tage. Alors, à mes côtés, Maître Véronique Schild, qui est spécialisée en droit du travail, François-Frédéric Breu, directeur Human Capital, et
Pierre Villeneuve, qui malheureusement, et nous en sommes désolés, ne peut pas être avec nous, tout simplement parce qu'il a un petit problème de connexion. Et nous savons tous comment, en ce moment, les réseaux sont plutôt sollicités. Je rappelle le mode d'emploi du webinaire. Nous allons, dans une première partie, faire un certain nombre d'exposés, passer en revue un certain nombre de questions, et dans une deuxième partie, essayer de répondre à un ensemble de questions. Je dis essayer de répondre parce qu'avec plus de 400 personnes et le chiffre qui ne cesse de monter, il sera peut-être difficile de répondre à toutes les questions de manière précise. En revanche, nous essayons d'en prendre un certain nombre. Vous retrouverez aussi sur le site stratégie du cabinet TAS, et il y aura mise en ligne, évidemment, d'un certain nombre de documents liés à notre intervention de ce matin. Je précise aussi que vous pourrez revoir le webinaire en replay, nous vous enverrons le lien, tous les inscrits, dès qu'il sera mis en ligne. Alors, entrons dans le vif du sujet. Très vite, l'État a annoncé le recours à l'activité partielle, qui est le terme juridique, le terme exact de ce que dans le langage courant, on a tendance à désigner du nom de chômage partiel. Et donc, l'activité partielle en réponse à l'arrêt, évidemment, de l'économie. Alors, on ne peut plus normal, puisque précisément, l'adoption du régime de l'activité partielle en 2014 a été conçue comme une modalité de gestion de l'activité, comme une réponse que l'entreprise peut apporter à la suite d'événements particuliers. Alors évidemment, à l'époque, on pensait aux problèmes d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, par exemple, à un sinistre de caractère exceptionnel. Bon, la crise sanitaire, qui n'était pas nécessairement envisagée, est évidemment une situation exceptionnelle. La loi du 23 mars 2020, qui a été publiée hier, a instauré pour 2 mois renouvelables l'état d'urgence sanitaire et a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de textes qui vont être adoptés. Ce matin, en Conseil des ministres, normalement, un certain nombre d'ordonnances vont être validées. Ces ordonnances validées, dont notamment en droit du travail, vont permettre ensuite à l'État d'adopter un certain nombre de textes, notamment de décrets. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on va voir apparaître un droit dérogatoire ici, un droit dérogatoire lié à l'urgence, et que les mesures dérogatoires en tout genre vont devenir notre quotidien. C'est un point qui est important à avoir à l'esprit. Alors, les projets de texte sont en cours, nous ne les avons pas vus, mais certains, dont le journal Les Échos ce matin, en parlaient et disaient que le gouvernement a adopté concernant l'activité partielle un régime à l'allemande, avec une extension des bénéficiaires, des procédures de maintien des revenus, notamment des revenus liés au SMIC, et des contrôles renforcés a posteriori. Alors nous allons, avant que ces textes explorer plus précisément ce régime et comment cette arme de sauvetage. Première question donc à Véronique. Quelles sont déjà, parce que c'est évidemment l'interrogation, quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif d'activité partielle? Merci Arnaud. Bonjour à tous. Peut-être, Arnaud, avant de répondre à la question, un préliminaire très court. La loi d'urgence qui a été publiée le 24 mars dernier annonce que, effectivement, comme tu viens de le dire, le droit du travail va se mettre à l'heure de l'exception, ce qui est peu courant dans notre domaine. Et cette période d'urgence va nous permettre de connaître effectivement de nombreuses dérogations aux dispositions d'ordre public, puisque le droit du travail est en particulier une matière où la plupart des dispositions sont d'ordre public. Alors, au cours de ce webinaire, je tenterai d'apporter des réponses à de nombreuses questions que j'ai pu recenser à l'occasion
l'occasion des questions qui m'étaient posées par mes propres clients, contacts, relations. Mais encore une fois, toutes les réponses que je vais apporter sont sous réserve des textes à paraître dans les heures qui viennent, que ce soit un décret pour le chômage, l'activité partielle et les ordonnances dont tu parlais. Alors la question, quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier? Je dirais d'une façon très générale, toutes les entreprises en France, quelle que soit, j'insiste, leur nationalité, dès qu'elles sont impactées par cette crise sanitaire. Alors, on a deux cas de figure. Il s'agit tout d'abord des entreprises qui sont contraintes d'arrêter leur activité parce qu'elles exercent dans un secteur qui est visé par le décret du 15 mars 2020. Alors, ce sont toutes les entreprises qui sont dans le domaine des bars, cafés, restaurants, cinémas, salles de sport et d'autres. Celles-ci, malheureusement, ont été contraintes d'arrêter leur activité dès le 15 mars et leurs salariés se sont trouvés privés de travail et donc, de facto, non pas en activité partielle, mais bien en chômage total temporaire. Alors, celles-ci ont déjà fait des demandes depuis longtemps à bénéficier du dispositif d'activité partielle. Il y a ensuite toutes celles qui ne l'ont pas encore fait ou qui l'ont fait et qui sont les entreprises qui exercent dans des domaines qui ne sont pas dans les secteurs visés par l'arrêté du 15 mars et qui peuvent de ce fait continuer leur activité, mais qui doivent réduire cette activité soit partiellement, donc une réduction de la durée collective du travail, soit totalement en fermant tout ou partie de leurs établissements, parce qu'elles sont confrontées soit à une baisse d'activité, soit par une baisse des commandes, par un arrêt de projet, et qu'elles ne peuvent plus fournir du travail pour tous. D'accord, donc on voit que c'est quand même un régime qui va vraiment englober toutes les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. La question, ensuite, si c'est plus sur l'entreprise, c'est sur les salariés. Tous les salariés d'une entreprise peuvent-ils bénéficier du dispositif? Alors, Arnaud, non, la réponse est claire. Il y a des personnes qui sont rémunérées par l'entreprise et qui ne peuvent pas, qui sont exclues. Alors, j'ai utilisé personne plutôt que salarié. Alors, quels sont effectivement les salariés qui sont bénéficiaires? Il faut effectivement être lié par un contrat de travail et le dispositif ne sera ouvert qu'à ceux qui subissent une réduction de leurs horaires de travail en deçà de la durée légale du travail. Et là, j'insiste, c'est-à-dire en deçà de 35 heures. Les entreprises qui sont à 39 heures et qui réduisent à 37 ou voire même à 35 ne peuvent pas bénéficier du dispositif et leurs salariés non plus. Donc, soit une réduction de la durée du travail en deçà de 35 heures, soit un arrêt total de l'activité en raison de la fermeture totale ou partielle de l'établissement auquel ils sont rattachés. Alors, ici, j'insiste parce que qu'est-ce qu'il faut entendre par fermeture totale d'un établissement ou d'une partie d'un établissement? Il faut savoir que les textes circulaires 2013 et les textes du Code du travail, avant même les mesures d'urgence que nous attendons, sont toujours applicables et il prévoit que l'on peut descendre jusqu'au niveau du service ou de l'équipe, une équipe de salariés travaillant sur un projet. L'arrêt du projet permettra de mettre toute l'équipe en activité partielle. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les salariés qui sont visés? Vous avez tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, CDI ou en CDD, y compris, la question m'a souvent été posée, ceux qui sont en période d'essai, puisque les entreprises ont embauché des personnes avant la crise sanitaire, qui sont arrivées juste au moment de la crise sanitaire et qui sont actuellement en période d'essai. Ces salariés pourront être éligibles au dispositif. Également, on m'a posé la question, les salariés à temps partiel, ils sont également éligibles au dispositif d'activité partielle. Les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, il semblerait que les intérimaires puissent en bénéficier ainsi que les VRP, mais là, il faudra attendre les ordonnances pour s'en assurer. En revanche, il y a des salariés ou des personnes qui sont clairement exclues du dispositif. Alors déjà, j'évoquerai toutes les personnes qui relèvent du régime de sécurité sociale des salariés, le régime général, mais qui ne sont pas salariés.
en droit du travail, je vise tous les mandataires sociaux tels que les présidents des SAS, par exemple. Sont également exclus les cadres les plus haut placés dans l'entreprise, qu'on appelle les cadres dirigeants. Ceux-ci ne sont pas visés par les dispositions relatives à la durée du travail, donc ils ne sont pas éligibles. Seront exclus, c'est une question qui revient souvent, les stagiaires. Ça ne veut pas dire que l'entreprise continuera à les payer, mais il faudra suspendre la convention. Sont exclus également, on attend une disposition, mais sont exclus également, à mon sens, les salariés qui sont étrangers, qui sont détachés en France, ou les salariés français qui sont détachés à l'étranger. Donc là, la réponse pour l'instant est claire pour moi dans les dispositions de la circulaire 2013, mais on attend un maintien de cette position dans les ordonnances. Enfin, le dernier point sur les exclusions que je souhaiterais évoquer, parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas des cadres au forfait jour ou des salariés au forfait heure annuelle. En l'état des dispositions, ces salariés sont non pas exclus, mais peuvent avoir accès au dispositif de façon très limitée, puisqu'il faut qu'ils fassent partie d'un établissement qui est visé par, ou d'une équipe qui est visée par la fermeture totale de l'activité. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça réduit pour de nombreuses entreprises l'accès aux cadres, puisque ces personnes, l'entreprise peut ne pas fermer dans ce cas-là, ou l'établissement peut ne pas fermer, et dans ce cas-là, les cadres ne peuvent bénéficier, ou les salariés au forfait jour, au forfait heure, pardon, ne peuvent bénéficier du dispositif. Alors, on attend, le président s'est engagé à élargir le système, et dans l'élargissement sont visés les cadres et les salariés au forfait. Normalement, l'article 52-21, l'article R52-21 du Code du travail devrait voir supprimer son deuxième alinéa qui justement limitait l'accès au dispositif pour ces salariés. Et donc, si on supprime l'alinéa, ils devraient pouvoir en bénéficier comme les autres salariés. D'accord, merci. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, notamment sur ce périmètre. Peut-être une question qui revient souvent, et je voudrais te poser tout de suite parce qu'elle est liée aux bénéficiaires, c'est la question des VRP. Est-ce que ça arrive souvent dans les éléments? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Véronique? Parce qu'il y a le droit qu'il existait, et puis il y a ce qui semble arriver comme mesure. Oui, alors les VRP, il faut faire attention parce qu'on entend, là, on désigne par VRP les salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail, mais qui bénéficient d'un statut à part dans le Code du travail. Hein. Donc, normalement, en l'état de la circulaire, ces salariés étaient exclus du dispositif. Il semblerait que par ordonnance, le gouvernement les viserait expressément pour les faire entrer, mais là, je parle au conditionnel. Tout à fait. Donc là, il faut vraiment attendre les textes pour savoir, pour répondre à cette question. Oui, alors, oui, parce qu'on voilà. on a lu tout et son contraire, c'est-à-dire que dans le projet de loi d'urgence, ils étaient exclus, et puis là, il semblerait qu'ils puissent être rentrés, mais je ne sais pas. Donc, il faut attendre. Alors, parce que c'est effectivement une question, je voulais vraiment qu'on soit clair sur cela en disant qu'il y a un grand point d'interrogation sur cet aspect-là, et il faut attendre peut-être demain ou après-demain pour avoir une réponse plus précise. Après le périmètre, quelle est l'indemnisation que les salariés placés en activité partielle vont percevoir? Alors là, je vais laisser tomber l'indemnisation. Excusez-moi. Je vais commencer déjà par la règle. La règle, c'est que tout salarié bénéficiera d'une indemnité. Donc le contrat étant suspendu, ce n'est plus le maintien du salaire, mais bien d'une indemnité équivalente à 70% de son salaire brut, c'est-à-dire 84% de son salaire net. Donc ça, c'est la règle de base qui est aujourd'hui applicable et qui continuera à s'appliquer. Une exception, et c'est celle qui est attendue, c'est pour les salariés qui sont rémunérés au SMIC. Normalement, pour eux, le gouvernement s'est engagé à maintenir la rémunération à 100%. Donc,
c'est une nette amélioration du dispositif actuel. L'indemnité sera payée, elle sera prise en charge par l'État et l'UNEDIC. Et bien entendu, je le signale, c'est une indemnité minimum. L'employeur peut verser plus que 70% et il peut aller jusqu'au maintien du salaire. En revanche, on verra tout à l'heure que le remboursement sera limité. J'ai été souvent interrogée sur l'assiette de cette rémunération qui va être prise en compte pour le versement des 70%. Ici, il faut simplement se référer aux règles applicables en matière de congés payés. Ce sera le même calcul, ça sera la même assiette que pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la règle des 10%. Donc, en d'autres termes, les primes qui ont un caractère exceptionnel ou facultatif sont exclues, et également toutes les primes qui sont calculées avec une périodicité annuelle. Celles-ci seront également exclues. Je vais citer à titre d'exemple le 13e mois, les primes de pourcentage sur le chiffre d'affaires, les primes d'expatriation, tout ça seront exclus de l'assiette. Et normalement, l'indemnité que reçoit le salarié devra être portée sur le bulletin de paie. Normalement, on devrait avoir des précisions dans le décret à paraître. Une question qui m'a été posée sur l'indemnisation, c'est quel est le régime qui lui sera appliqué. Beaucoup de questions sur les charges sociales, notamment les cotisations employeurs. Ici, je dirais que la règle est simple. Il s'agit d'une indemnité. Elle échappe de ce fait aux cotisations de sécurité sociale. Elle échappe également à la taxe sur les salaires et aux taxes parafiscales, telles que les cotisations, taxes d'apprentissage ou formation. En revanche, elle supportera la CSG-CRDS et l'impôt sur le revenu. D'accord, très bien. Une question qui se pose, qui revient à plusieurs reprises, c'est l'impact justement de l'activité partielle sur les 13e mois, les RTT, les droits à retraite. Les 13e mois sont exclus de l'assiette, donc en fait, alors si la question c'est, pardon, j'ai peut-être mal compris, mais si la question c'est est-ce que le 13e mois sera proratisé de la période de suspension, normalement, si l'activité partielle est considérée comme une période de chômage, en principe, elle impactera ces primes qui sont calculées sur une période annuelle complète. Mais on attend également des précisions dans les ordonnances. Oui, je pense que c'est ça le point qui est important, c'est que là aussi, on va avoir des mesures dérogatoires et que donc. Normalement, oui. Normalement, l'activité partielle est considérée comme être une période de suspension du contrat de travail. Donc, toutes les règles relatives à la suspension doivent en principe s'appliquer. Alors, quelle part de cette indemnisation va rester à la charge de l'employeur ? Alors, l'employeur, normalement, devrait être remboursé d'une partie de l'indemnité qu'il verse. Je vais tout de suite aller sur les dispositions qui sont attendues, puisqu'il y a eu quand même des déclarations. Donc, je vais oublier l'indemnisation forfaitaire qui est aujourd'hui prévue par le contrat de travail. Normalement, le décret à paraître devrait modifier la prise en charge de l'État de façon à réduire autant que possible le reste à charge pour l'entreprise. Et il est prévu que l'État devrait rembourser 100% de l'indemnité versée par l'employeur dans la limite de 4,5 fois le SMIC mensuel. En d'autres termes, si je prends un exemple concret, dès que l'employeur versera 70% du salaire à tous les salariés qui gagnent moins que 6 900 € par mois, il sera remboursé d'environ 95% de ce qu'il versera à son salarié. En revanche, dès lors que l'employeur versera une indemnité supérieure aux 70%, ou dès lors qu'il s'agira de salariés qui gagnent plus que 6 900, évidemment, le reste à charge sera évidemment, il restera à la charge de l'employeur une partie de l'indemnisation, et plus le salaire sera élevé, plus l'indemnité versée sera élevée, plus la partie reste à charge sera importante. Alors, ici, juste une question sur l'indemnisation, parce que
elle m'a souvent été posée. Quelle est la durée de l'indemnisation, du remboursement que je peux attendre en tant qu'employeur? Aujourd'hui, dans le Code du travail, il est prévu que les entreprises peuvent demander à être prises en charge dans le dispositif pour une durée de 6 mois renouvelable. Dans le décret à paraître, nous espérons, et en tout cas dans les projets qu'on a pu voir passer, s'ils sont maintenus, l'État a prévu de prolonger cette durée, et peut-être la prolongation sera de 12 mois renouvelables. Donc là, c'est un effort considérable qui prend en compte la nécessité de soutenir le plus longtemps possible les entreprises. Bien sûr, on n'a pas la confirmation de ces 12 mois. Alors souvent, on nous demande, c'est la première fois que je dépose une telle demande, quelle est la durée initiale? La recommandation que nous pouvons faire, c'est de prévoir d'ores et déjà une durée suffisamment longue, peut-être 3 à 6 mois, en sachant que la demande peut, en cours de période, être modifiée, soit pour rajouter de nouveaux salariés, soit pour être diminuée en cas de reprise d'activité. Très bien. J'ajoute un petit peu là, parce que le temps file. Si je reviens aux salariés qui sont placés en activité partielle, quelles seront rapidement les conséquences de la suspension, puisque c'est une suspension de leur contrat de travail? Oui, alors évidemment, ils sont toujours salariés, donc ils continuent à acquérir des droits au titre de l'épargne salariale. Ils continuent d'acquérir les congés payés. J'insiste très rapidement là-dessus parce que on a pu lire pas mal de choses sur la possibilité que le gouvernement qu'aurait la possibilité que le salarié n'acquiert pas de congés payés pendant la période de chômage partiel. En tout cas, en l'état de la loi d'urgence, il est prévu que le gouvernement pourra, par ordonnance, modifier les conditions d'acquisition des congés payés, sauf que à l'article 11 de la dite loi, on voit que la seule chose qui a été prévue à ce jour, c'est que l'employeur puisse imposer des congés dans le cadre d'un accord collectif ou un accord de branche, qui permettra à l'employeur de faire prendre des congés pendant cette période, j'y reviendrai. Donc, pour l'instant, on va dire que le salarié continue d'acquérir des congés payés. Par contre, une question qui m'a été posée, c'est que se passe-t-il si le salarié est en activité partielle et tombe malade? Là, soyons très clairs, il n'y a pas de cumul entre les indemnités journalières et le chômage partiel. Donc, le salarié mis en activité partielle sera tout de suite relayé dans le système de sécurité sociale de la maladie. Autre question qui m'a été posée, est-ce qu'un salarié en temps partiel peut reprendre une activité? Donc, quels sont ses droits? Ici, il faut se référer à la circulaire de 2013. La réponse est très claire. Un salarié qui est placé en activité partielle peut reprendre une activité, sous réserve, bien entendu, de la loyauté, de la clause de non-concurrence qu'il peut avoir dans son contrat de travail. Mais, information importante, c'est qu'il y a la possibilité de cumuler l'indemnité d'activité partielle et le revenu produit par le deuxième contrat. Une autre question que l'on m'a souvent posée, est-ce qu'un salarié qui est placé en activité partielle que l'employeur envisage de passer en activité partielle, peut-il refuser la modification de sa durée du travail et refuser d'être mis en activité partielle? La réponse est clairement non, il ne peut pas. En revanche, si ce salarié est un salarié protégé, on revient aux dispositions de droit commun, c'est-à-dire que l'employeur doit obtenir d'abord l'accord du dit salarié. Et en cas de refus, je renvoie aux dispositions classiques de demande d'autorisation de procéder au licenciement, sachant qu'une instruction ministérielle est parue avant-hier, venant assouplir ou modifier la procédure de demande d'autorisation de licenciement pour tenir compte de l'impossibilité de tenir
des entretiens. Et donc, toute la partie contradictoire se fera de façon dématérialisée. Autre question que… non, je crois que j'ai peut-être épuisé mon temps de parole, Arnaud, donc je vais arrêter et je répondrai aux questions s'il y en a d'autres qui me sont adressées. Absolument. Il y a beaucoup de questions et aussi peut-être sur tout de même les conseils que on peut donner déjà aux entreprises à ce stade. Je vais déjà répondre à une question directement. On demande si on va avoir les ordonnances avant la fin du mois de mars parce qu'il y a la question des payes. Là, la réponse, c'est ce qu'annonce et c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. Nous devrions avoir les ordonnances cette semaine, mais nous ne pouvons pas vous le dire. Nous ne pouvons pas vous dire si réellement elles vont sortir. Elles sont censées être examinées au Conseil des ministres ce matin même. Oui, là on attend, peut-être le décret devrait paraître avant les ordonnances, hein, je l'espère. Mais le décret sur l'activité partielle et ensuite les ordonnances. Mais tout est possible. Absolument. Je vais me tourner maintenant vers François Frédéric et pour lui poser effectivement un certain nombre de questions. Frédéric? Alors, rapidement, un préambule, hein, on pourrait parler avec les projets, en tout cas de décret, que les relations sont mortes. Notre point de vue, c'est vive les relations sociales. Et on souhaitait, en tout cas par ces éléments-là, vous donner aussi quelques éléments de compréhension et de comment approcher vos différentes organisations syndicales. Alors, les éléments, et ce qu'on vous a mis là, et on vous le remettra aussi, hein, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, hein, mais l'ensemble des éléments seront mis aussi dans notre blog, permettant aussi d'avoir accès à ces informations plus en détail. On vous a mis… Ah, désolé, j'entends qu'on m'entend mal. Je vais me rapprocher du micro. Est-ce que c'est mieux? Ah, très bien, pardon. Donc, différentes postures, hein, des organisations syndicales. La CGT, par exemple, souhaite, et on reviendra dessus d'ailleurs dans quelques jours, hein, mais utiliser les éléments de droit de retrait, hein, comme un rapport de force. Et donc, dans les relations que vous avez à construire avec vos partenaires sociaux, puisque même si, et on reviendra dessus tout à l'heure, l'information consultation n'est plus un préalable à la mise en œuvre de l'activité partielle, et donc on reviendra dessus sur comment le faire, les organisations syndicales sont quand même des partenaires de l'emploi. Et donc, l'important est de les intégrer dans le dispositif. Certaines organisations syndicales ont vraiment et se positionnent comme l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs et donc sont ouvertes à la négociation et souhaitent vraiment prôner le dialogue social et donc utiliser ce temps-là pour assurer les bonnes relations et la bonne sécurisation des collaborateurs. C'est le cas de la CFDT, c'est le cas notamment des éléments de verbatim qu'on a pu vous mettre ici. Même chose pour la CFTC. Le point de vue de la CFE-CGC se focalise assez logiquement, hein, sur l'encadrement et sur les cadres, et notamment pour l'instant, en tout cas, ces éléments de questionnement sur quid du forfait jour. Je reviendrai dessus dans quelques secondes, hein, sur comment intégrer les éléments de forfait jour dans une activité partielle et notamment faire en sorte que les cadres qui sont au forfait puissent aussi travailler partie de la semaine, par exemple. Enfin, du côté du MEDEF et des autres organisations syndicales représentatives des employeurs cette fois, l'objectif est quand même aussi d'aller sur la voie soit d'accord ou en tout cas de partage. Donc, ce que l'on peut vraiment vous préconiser, vous, fonction des ressources humaines, c'est de faire en sorte que ces acteurs-là soient intégrés vraiment dans la démarche. Et notamment puisque les règles, on reviendra dessus tout à l'heure Véronique, hein, mais les règles concernant les collaborateurs eux-mêmes mandataires sociales, qui ont un mandat de relations sociales, je pense aux délégués personnels, aux délégués syndicaux par exemple, ou au CSE, il y a une démarche un peu plus précise aussi les concernant sur la partie chômage partiel ou activité partielle. Et donc je te laisse la parole du coup Véronique sur ce que l'on va faire pour gérer et accompagner ces CSE et je reviendrai un peu en détail aussi sur les autres typologies de collaborateurs que vous pouvez avoir à accompagner. Oui, les deux, si je fais vite, les deux grandes mesures importantes à retenir dans les relations sociales, c'est tout d'abord
La règle de droit commun, c'est l'information-consultation du CSE avant la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle. La dérogation dans le cadre de la mesure d'urgence, de la loi d'urgence, c'est la possibilité de ne pas de recourir à l'activité partielle avant même d'avoir consulté ses représentants du personnel. Le décret à paraître supprimerait le mot préalable du texte de loi du décret précédent, et ça permettrait aux entreprises de procéder à leur demande et de consulter a posteriori leurs représentants du personnel. Normalement, qui sera exigé, c'est une consultation dans un délai raisonnable, bien sûr. Il est important de conserver le dialogue, la relation sociale, et donc de le faire très rapidement, mais dans l'urgence, déposer la demande et ensuite régler le problème de consultation. Deuxième chose importante à retenir, dans la mesure où, dans cette période de confinement, il est impossible d'organiser des réunions avec les représentants du personnel, les ordonnances à paraître prévoiront la possibilité de tenir les réunions d'information-consultation de façon dématérialisée. Ce dispositif existe déjà dans le Code du travail, mais il est limité parce qu'il requiert soit un accord avec les élus, avec les délégués du personnel, soit la possibilité pour l'employeur d'imposer des visioconférences dans la limite de 3 par an. Là, ce que l'on attend, c'est la possibilité pour l'employeur d'organiser de façon illimitée les réunions nécessaires. Et la troisième chose importante, c'est que les délais de consultation, c'est-à-dire les délais laissés aux instances pour rendre leur avis, seraient également allégés pour permettre d'aller plus vite dans les processus d'information-consultation. Et puis, il est important d'intégrer aussi les collaborateurs et de penser qu'on a 3 grandes possibilités d'avoir des collaborateurs durant la même période. Certains vont être partiellement arrêtés et donc vont voir leur revenu mensuel diminuer, vont perdre partiellement un contact avec sa communauté professionnelle. Il peut parfois même se sentir inutile à l'effort collectif, dans le contexte d'effort national qui peut être demandé à chacun. On a les salariés en activité à distance qui, eux aussi, perdent contact avec la communauté professionnelle, même si l'animation à distance est importante. Ce n'est pas la même animation auquel il est habitué. Il passe, et c'est important, dans une logique de travail à distance à 100%. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, en termes d'impact et d'éléments à anticiper. Ce n'est pas la même chose que de travailler une journée, 2 jours de télétravail par semaine que 5 jours imposés par semaine. Et puis, dans la manière de piloter son activité, il passe dans un suivi des tâches à distance qui peut s'avérer complexe, peut entraîner une réflexion aussi, et dans les choix, dans les décisions qui seront à prendre, c'est est-ce que cette activité peut être menée en télétravail sur une durée un peu plus longue ou je dois passer sur une activité partielle. Et puis enfin, les salariés qui, eux, sont partiellement en travail sur site, 2 types de questions qui peuvent être assez vitales. C'est comment ma santé, ma sécurité est assurée sur le site dans lequel je suis. Et puis, sur le lieu dans lequel je vis à côté, est-ce que mon foyer en confinement est-il géré? Est-ce que mes enfants, est-ce que les devoirs, mon épouse, mon époux, est-ce que les animaux, la gestion de mes courses, toutes ces dimensions-là aussi sont à intégrer. En sachant que je suis en activité partielle si et seulement si les autres cas de figure sur lesquels j'ai pu être en amont, je suis en arrêt maladie, je suis en arrêt pour garde d'enfants, n'ont pas eu lieu. Eh bien, c'est ce que disait tout à l'heure Véronique, on est toujours dans la suite logique et donc si un événement a eu lieu avant un autre, c'est le premier événement qui prime. Hop. Je vais passer du coup aux éléments et donc quand on regarde l'organisation, ce que disait Véronique tout à l'heure, on a soit une possibilité de la maintenir en intégralité pour certains dispositifs, soit du coup de réduire son activité ou de la différencier. Je vais me focaliser d'abord sur une activité réduite. Plusieurs points à adresser pour réduire mon activité. Et vous me le permettrez, c'est un peu l'œuf ou la poule. La réflexion peut autant débuter sur réfléchir à mon pourcentage d'activité efficient,
Et ce pourcentage d'activité efficient, il permet par exemple de financer mes coûts fixes pour assurer en tout cas une certaine pérennité de l'activité. Mais c'est aussi, une fois réfléchi, toutes les activités qui ont déjà été mises en télétravail et qui peuvent rester en télétravail dans la durée. Ça, c'est un élément qui est important. Là aussi, on doit réfléchir à toutes les contraintes qui peuvent être temporelles, industrielles. Je pense par exemple au cas d'un process en feu continu qu'on pourra trouver dans une industrie verrière. Et puis, on doit intégrer aussi dans les critères de choix une donnée qui est moins habituelle quand on est dans de l'activité partielle, c'est celle de l'organisation physique des locaux, des lignes de production, des lieux de vie, pour faire en sorte d'avoir le moins de salariés présents au même endroit, touchant les mêmes outils, les mêmes bureaux, sur une même temporalité. Donc, c'est ainsi que certaines entreprises ont fait des choix de se structurer sur un format d'équipe alternante. Et donc, quand on passe sur une temporalité partielle de l'activité, et donc on est à 50-50 par exemple, je vais avoir une activité où je permets d'adresser l'ensemble de l'amplitude horaire habituelle, mais avec la moitié de mes équipes. Et qui dit la moitié de mes équipes présentes sur cette temporalité, dit on doit assurer d'avoir le minimum de compétences pour permettre à l'activité de tourner. Je parle de compétences techniques, je parle de compétences managériales, mais aussi de penser à la polyvalence. Et cette polyvalence, il est important de l'intégrer aussi, puisque les accords que vous avez pu déjà signer précédemment sur le pilotage de la polyvalence, de la polycompétence, qui peuvent parfois être rémunératrices, continuent de rester. Donc, il est important aussi, dans le contexte du Covid, qui va peut-être faire appel à un certain nombre de compétences supplémentaires, de pouvoir aussi derrière rémunérer ces éléments-là. Dernier élément à intégrer, l'animation des collaborateurs par le management, bien sûr, qui lui devra potentiellement se découper. Et donc, même si, et Véronique le disait tout à l'heure, les cadres dirigeants, donc avec le statut de cadre dirigeant, ne sont pas intégrés à date dans les textes, l'ensemble de la ligne hiérarchique aussi, elle devra animer et co-animer les dispositifs. Par exemple, on a en ce moment, pour un certain nombre d'entreprises, les augmentations de salaire à communiquer ou un certain nombre d'actes de management. Donc, il est important aussi de pouvoir accompagner cette période-là. Et donc, je pourrais faire en sorte de diviser mon activité en matin et en après-midi, en faisant en sorte aussi de bien relire mes accords de temps de travail, puisque certes, je dois mettre en place cette activité-là, mais il faut aussi que je sois bien dans les règles des précédents accords que j'avais pu signer sur le temps de travail, sur les rémunérations, par exemple. On a des exemples d'entreprises qui ont abrogé les périodes de recouvrement pour passer les consignes, par exemple. Et donc, faire en sorte que les collaborateurs, maintenant, se passent les consignes sur des dispositifs et donc ne se voient plus entre les deux équipes pour faire en sorte, là encore, de diminuer les périodes où on a un certain nombre de collaborateurs en même temps. Et puis, c'est enfin, ce type d'activité est un moyen de tester de nouveaux modèles, plus agiles, plus centrés sur l'expérience salariée. On voit un certain nombre d'entreprises qui, on pourrait les qualifier peut-être d'opportunistes, mais en tout cas, en profitent pour réfléchir à comment rendre plus agile mon organisation, permettre de responsabiliser beaucoup plus mes collaborateurs et faire en sorte, de fait, de mieux gérer cette période de crise et en tout cas mieux aussi gérer le futur. Deuxième option, cette fois, je vais choisir de fermer certaines parties d'activité. Alors, les règles, dans ce cas-là, sont les mêmes que celles que j'ai pour un cadre d'un PSE. C'est-à-dire que je ne pourrais pas individualiser et donc nommer la personne pour laquelle je te mets en activité partielle ou en tout cas, toi, tu es en chômage partiel durant cette période versus une autre personne. Mais nous pouvons néanmoins, si cette personne est dans une unité de travail autonome. Ça, c'est un élément qui est important. C'est-à-dire que dans des cas de petites structures, par exemple, ou dans des départements où je vais avoir une équipe recrutement versus une équipe paye, je vais pouvoir mettre l'équipe recrutement, si j'arrive à considérer que l'activité recrutement sur cette période-là ne peut être suivie, eh bien, cette activité recrutement peut être mise en chômage partiel versus l'activité paye qui, elle, doit demeurer, gérer les éléments variables de paye, traiter tous ces éléments. Ce qui est important, c'est d'intégrer aussi le fait qu'il faudra justifier, même si c'est a posteriori, et les textes qui sont en train d'être réfléchis, c'est que le gouvernement voudra quand même aller très fortement vérifier ce qui a pu être décidé comme organisation.
et donc les services arrêtés ou les services qui sont continués. Tout à l'heure, je voyais une question, par exemple, sur est-ce que la R&D peut être mise en chômage partiel. La réponse, malheureusement, je ne l'ai pas. C'est simplement est-ce qu'ils peuvent travailler en télétravail durant cette période. Et donc, l'administration pourra juger de est-ce que la capacité leur a été donnée de travailler en télétravail sur la période ou non. Et dans ces cas-là, le chômage partiel était la seule solution possible. Que là encore, à chaque fois, tous les textes et les différentes prises de parole du gouvernement sur le sujet étant, nous voulons maintenir l'activité et le chômage est un moyen d'assurer la pérennité de nos modèles et de nos entreprises, mais néanmoins, l'idée, c'est quand même que tout le monde puisse travailler le plus possible. Quand j'ai des commerciaux, quand j'ai des activités qui nécessitent dans ces cas-là aussi de pouvoir structurer, là, on est sur une unité de travail qui est le commercial et donc il sera très compliqué de dire ce commercial-là, compte tenu de sa région, ne travaille plus versus l'autre. Sauf si vous arrivez à prouver que la zone dont il était en charge était complètement arrêtée par rapport aux autres zones. Ça, c'est un élément qui est important. Et dans la justification qui pourra être faite aussi sur la possibilité de pouvoir structurer mon organisation et donc de fermer certains services, si j'ai une activité aussi économique qui a diminué, donc là, ça sera plutôt le critère de l'activité économique. Donc, ce ne sera pas tant la fermeture du service, mais ce sera plutôt la réduction d'activité pour tout le monde qui nécessitera, dans ces cas-là, de diminuer la présence. Quand on parle là encore de ce modèle d'organisation où on va avoir certains services qui vont être fermés par rapport à d'autres activités, là encore, l'organisation physique est primordiale. Je vous rappelle qu'on est dans ce contexte de crise sanitaire et donc la raison du chômage partiel est aussi liée, certes, à la dimension économique, mais aussi la possibilité de pouvoir faire en sorte d'avoir peu de collaborateurs sur un même lieu de travail permettant d'éviter du coup la contamination. Et donc, l'organisation physique est importante aussi pour les activités, notamment industrielles. Puisque pour les activités dites de bureau, il pourra tout à fait être envisagé d'avoir une partie de l'activité en télétravail et une partie de l'activité en activité partielle, chômage partiel, s'il y a, bien entendu, un motif cette fois économique pour faire en sorte que le chômage partiel soit justifié. Là où on a, et c'est important d'avoir cette vision, c'est qu'on est dans une crise. Et cette période de crise est en effet souvent pas nécessairement autant prévue dans nos plans de continuité d'activité. Ce que l'on voit au niveau, en tout cas, ressources humaines, et ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai enjeu sur la période de faire en sorte de garantir vos compétences et les compétences de vos collaborateurs sur la période. Est-ce que j'ai bien les habilitations métiers, les habilitations techniques, électriques ou les habilitations pharmaceutiques, par exemple? Est-ce que j'ai bien le bon nombre de collaborateurs pour assurer toutes les activités de santé et de sécurité au travail, vos SST dans l'industrie? Est-ce que j'ai aussi le bon nombre de managers? Est-ce que j'ai assuré que la chaîne managériale, la continuité managériale est bien assurée? Et puis, bien sûr, si j'ai une polyvalence ou une polycompétence qui est nécessaire durant la période, de faire en sorte de pouvoir la rémunérer ou en tout cas de bien la reconnaître derrière. Donc ça, c'est ce qu'on vraiment on y pense de manière forte et peut-être que parfois on peut l'oublier. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi sur cette période d'assurer le redémarrage. Vous allez avoir un certain nombre de collaborateurs qui vont avoir une période de fatigue, qui auront peut-être des congés à reprendre derrière, qui vont devoir gérer une certaine motivation. Je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que j'ai participé à cet effort? Est-ce que j'ai été vraiment à ma place durant cette période? Et puis, j'ai aussi à gérer des collaborateurs qui auront pris une certaine habitude. Le télétravail, certes imposé, mais le télétravail, quand il est imposé, je prends quand même une certaine habitude, où je vais me réveiller à un horaire différent et autres. Donc ça, c'est important. L'alternance aussi d'activités liées au chômage partiel, avec une rémunération qui n'est pas certes celle du niveau que je peux avoir d'habitude, mais qui est quand même à un niveau important. Et puis, enfin, quelque chose qui est primordial, c'est de profiter de cette période-ci pour penser, et là, concrètement, le futur Orgfork est demain, est aujourd'hui, c'est aussi de repenser tous nos modèles d'organisation, d'agilité, permettant de faire en sorte de répondre à l'expérience de nos collaborateurs, mais aussi de faire en sorte que notre modèle a aussi l'agilité et profiter de ces moments de contrainte que vous vivez en ce moment pour rendre
l'organisation efficace et agile dans la durée. Donc voilà, ça c'était ces éléments, on va dire au niveau en tout cas concret. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en France, on se pose ces questions, mais à l'international aussi, où du coup un certain nombre de pays sont en train d'avoir des démarches similaires et proches des nôtres. Bon, merci beaucoup, François Frédéric. Alors, il y a énormément de questions et on va en prendre un certain nombre. Ce que je vous propose, pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, c'est que nous allons tenir jusque vers 10h15 pour pouvoir répondre à toutes les questions, ce qui nous laissera une petite demi-heure. Alors, comme j'ai dit, il y a énormément de questions. Si j'essaie d'en rassembler un certain nombre, il y a d'abord, de manière très pratique, et c'est sans doute plutôt pour Véronique, mais François Frédéric peut évidemment un élément de réponse. Et quand dois-je déposer où et quand dois-je déposer pour pouvoir obtenir l'activité partielle? D'accord. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas traité parce qu'on avait peu de temps et vous trouverez l'information. On va donner une information sur notre blog très précise de façon à vous permettre, pour ceux qui n'ont pas encore fait, d'être certain d'avoir le dossier le plus complet. Les choses se font en deux temps. D'abord, il y a le problème du délai. En principe, il s'agit d'une autorisation préalable, mais le décret devrait permettre que les demandes soient déposées dans les 30 jours qui suivent l'arrêt ou la réduction d'activité de façon rétroactive. Ce qui veut dire que pour les entreprises qui n'ont pas encore déposé leur demande d'activité partielle, elles peuvent le faire rétroactivement sur le mois de mars. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça a été annoncé, même si on attend encore le décret, ça a déjà été annoncé par le gouvernement en raison de la saturation de la plateforme des plateformes des directs qui n'arrivent plus à recevoir les dossiers et à les traiter. Où déposer à la directe? Sur quel motif? Eh bien, évidemment, il faut prendre le petit 5 de l'article 52-21-1 du Code du travail, c'est-à-dire les circonstances exceptionnelles, la crise sanitaire en étant une. La bonne nouvelle aussi, c'est que le gouvernement s'est engagé à ce que les demandes soient traitées dans des délais très courts, 48 heures, et après les 48 heures, à défaut de retour de l'administration, la demande est considérée comme ayant été acceptée. Arnaud l'a dit en introduction, les contrôles se feront a posteriori. Oui, alors ça c'est un point effectivement qui est important et d'ailleurs en lien à cela, question aussi qui reviennent assez souvent, c'est quels sont les justificatifs admis par l'administration pour prouver un recours légitime, par exemple, et est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les analyses que la Directe ferait de ces demandes? Je pense qu'on peut se référer aux cas de chômage partiel qui ont eu lieu avant même celui lié à la crise sanitaire. En général, il faut pouvoir démontrer qu'il y a une baisse d'activité du chiffre d'affaires. Donc, les chiffres a posteriori montreront si oui ou non il y a eu cette baisse d'activité, la suppression des commandes, l'arrêt de projet. Tout sera bon pour prouver par tout moyen que l'entreprise a dû réduire, était dans l'impossibilité de fournir le travail et devait réduire soit l'horaire collectif, soit cesser complètement l'activité d'une partie d'une équipe, d'un service ou d'un établissement. D'accord. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de questions. Alors, je vais rester sur juste une dernière question sur le process ou la forme. Faut-il l'accord du CSE et s'il n'y a pas de CSE? Alors, faut-il l'accord en tout état de cause? Donc, j'ai dit rapidement tout à l'heure que, en principe, la consultation pourra intervenir a posteriori. On parle bien d'une information-consultation et en aucun cas un accord. Donc là, on est sur le droit commun. C'est une information, consultation, ça veut dire qu'on requiert un avis. Si le CSE n'est pas d'accord, ça n'empêche pas l'employeur de poursuivre.
Ça, c'est le propre de toute information-consultation. Et ensuite, quand il n'y a pas de CSE dans l'entreprise, donc les plus petites entreprises ou les entreprises où il y a carence, l'employeur peut mettre en place par décision unilatérale, peut décider de mettre en place le dispositif en informant tout simplement ses salariés. Très bien. Question sur le découpage. Ça revient énormément, avec à chaque fois des cas très, très particuliers et très distincts. Peut-être, François-Frédéric, jusqu'où peut-on aller dans le découpage d'une équipe, d'un service, voire au sein d'un même service, sur l'activité partielle? Alors, déjà, et d'une, c'est pas du volontariat. Donc, ça veut dire que si un collaborateur souhaite être mis en chômage partiel par rapport à un autre, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un élément qui est important. On ne peut pas, ce que je disais tout à l'heure, individualiser la démarche de chômage partiel. Ça, c'est un élément déjà important. Le deuxième élément, c'est que je peux, compte tenu de la volonté du gouvernement qui a quand même été déjà pas mal affirmée, c'est qu'il faut d'abord prouver que mon activité ne me permet pas d'avoir mes collaborateurs en télétravail. Compte tenu des nécessaires gestions de la crise sanitaire, et donc je dois avoir mes collaborateurs en chômage partiel, puisque je ne peux pas garantir la bonne santé et la sécurité de mes collaborateurs sur cette période-là. Une fois que ces éléments sont dits, je peux après organiser par unité de travail et pas à l'individu, du coup, mon chômage partiel. Je pourrais avoir, de fait, certains services que je vais fermer, d'autres qui vont travailler à 50%, et d'autres qui seront travailler à 50% présentiel, et d'autres qui travailleront à 50% en télétravail. L'important étant à chaque fois, et c'est ça la contrainte, c'est de justifier le pourquoi ce service est mis dans cette temporalité-là, versus cet autre service qui, lui, est mis en chômage partiel à 100%, pour éviter, bien sûr, après, des attaques d'inéquité de traitement ou dites, on pourrait même aller parfois de discrimination par rapport à certains éléments. Donc, on ne peut pas faire du télétravail, enfin du chômage partiel à la personne suite à une demande du collaborateur. Deux, nous devons d'abord prouver qu'il y a une forte baisse d'activité permettant, dans ces cas-là, de ne pas pouvoir assurer du télétravail quand je peux le faire. Et trois, si du coup je dois structurer mon organisation, il faudra que je justifie l'exemple que je prenais tout à l'heure sur le recrutement versus la paye. Compte tenu des recrutements qui peuvent être gelés sur la période, là, je ne peux pas recruter sur cette période parce que je n'en ai pas les possibilités. Et versus la paye où il faut que je continue à administrer mes payes, je pourrais justifier dans ces cas-là, compte tenu d'éléments aussi de critères économiques, bien sûr, ces éléments. Arnaud, puis-je intervenir sur une minute pour apporter une précision? Effectivement, il n'y a pas de volontariat. Le texte parle de réduction, on est sur du collectif, donc c'est une réduction collective de la durée du travail, de l'horaire collectif de travail, ou l'arrêt total, mais collectif aussi. Par contre, une fois que l'horaire a été décidé d'être réduit collectivement, par exemple tout le monde à 50%, eh bien l'organisation peut être faite de façon individuelle et alternative, nous dit le texte. Donc on peut décider, par exemple, d'avoir des assistantes, on a besoin des assistantes simplement 50% du temps, donc on les mettra toutes à 50%, mais certaines peut-être le matin et d'autres l'après-midi. Donc il y a quand même une flexibilité qui est possible dans l'organisation. Mais effectivement, il faut qu'il y ait toujours cette notion de collectif. Très bien. Beaucoup de questions aussi sur les aspects de charge et d'assiette. Avant cela, néanmoins, peut-être, j'aimerais qu'on revienne, parce que ça revient dans le fil des interrogations, sur les personnes concernées et sur les dirigeants. Est-ce qu'on peut refaire Ah oui. On peut donner deux. Oui, les dirigeants, alors vous avez deux types de dirigeants. Vous avez les dirigeants mandataires sociaux et les dirigeants salariés qui ont un contrat de travail, qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail. Dans les deux cas, ces dirigeants sont exclus du dispositif de chômage partiel. S'ils ne sont pas salariés, simplement mandataires sociaux assimilés à des salariés pour les besoins de la sécurité sociale, ils n'ont pas de contrat de travail, donc ils ne peuvent pas bénéficier du dispositif.
S'ils sont salariés, ils ont un contrat de travail, mais sont ce qu'on appelle cadre dirigeant, c'est-à-dire exclus du dispositif de la durée du travail, en principe, ils devraient ne pas pouvoir bénéficier du régime, sauf surprise dans les ordonnances à paraître. En tout cas, on vous dit en l'état des textes, c'est la règle, c'est que les dirigeants, les cadres dirigeants, les dirigeants mandataires sont exclus du dispositif. Par contre, dans l'élargissement qui est prévu, on voit que le dispositif va être étendu aux indépendants. Donc là, c'est un dispositif, ce n'est pas le dispositif de droit commun, mais c'est un dispositif similaire qui sera mis en place pour eux. Pour moi, les indépendants ne visent pas les dirigeants de société. D'accord, très bien. Je voudrais peut-être Arnaud, on n'entend plus la question. Arnaud, désolé, la voix a été hachée, nous n'avons pas entendu la question. Alors, je vais du coup, le temps que Arnaud se reconnecte, j'ai pu voir dans le fil de questions sur l'impossibilité de travail comme seule justification de l'activité partielle. Non, hein, ou peut-être qu'on ne s'est pas fait comprendre. Hein. Bien entendu, le chômage partiel a une dimension économique. Hein. Donc, ça veut dire que il faut aussi prouver la dimension économique et donc l'influence que cela peut avoir sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Malheureusement, il n'y a pas de pourcentage de baisse de chiffre d'affaires pour permettre d'eux. C'est-à-dire que si je baisse de 70% mon chiffre d'affaires, je peux baisser de 70% mon activité. Ce n'est pas aussi simple que ça et vous le savez puisqu'on a des coûts fixes, on a des coûts variables dans nos organisations et donc c'est des éléments qu'il faut plutôt amener sur un format de pérennité de l'organisation et donc de nécessairement poser la structure et l'organisation. Mais donc, il est important d'intégrer le télétravail comme une possibilité qui nous évite du coup d'aller vers le chômage partiel. C'est plutôt cet élément-là. Donc, c'est les collaborateurs qui sont déjà en congé maternité, alors oui, mais enfin, plutôt en congé précédemment, ou les collaborateurs qui sont en arrêt maladie, garde d'enfants, eux ne seront pas, puisque ils étaient d'abord avant le chômage partiel, et après sur la population qu'il reste et les coûts associés à cette population qu'il reste. Dans ces cas-là, on doit pouvoir justifier le coût de la masse salariale, l'intérêt que cela peut apporter de mettre en chômage partiel ou pas. Je revenais du coup, Arnaud, hein, sur la question du chômage partiel et le fait que si je ne peux pas faire du télétravail, alors je peux faire du chômage partiel. Donc, revenez sur ces éléments-là. D'accord, merci. Mais il y a une question, pardon Arnaud, j'ai vu passer une question. Mes salariés sont en télétravail, est-ce que ça les empêche d'être en activité partielle? Donc la réponse est non, c'est pas impossible, sous réserve de ce qui vient d'être dit. C'est pas incompatible. C'est-à-dire que je peux faire 50% de télétravail, 50% de chômage partiel, bien sûr. Et c'est là où sera important et que l'administration pourra être vigilante, hein, c'est qu'elle ira s'assurer que je n'étais pas en télétravail durant une période de chômage partiel. C'est là où, en tout cas, elle pourra aussi faire des contrôles sur cette partie. Oui. Alors, précisément sur les contrôles ou sur les justifications, à plusieurs reprises, on a posé la question de savoir qu'entendre par forte baisse de l'activité. Et donc, il y a vraiment des interrogations sur les justificatifs de la situation qui permet de recourir à l'activité partielle. En fait, là encore, hein, c'est toute la capacité que l'on aura à justifier dans le cadre du document qui pourra être fourni à l'administration, comme on a à le faire pour un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple, hein, de l'activité économique et donc de son impact dans l'activité économique, et notamment le côté cyclique. C'est-à-dire que si on arrive à prouver que sur les 3 dernières années, la période mars, avril, mai est la période la plus importante pour mon activité qui me permet eh bien, du coup, cette justification permettra de donner du sens, mais on ne peut pas faire une corrélation directe entre la baisse de chiffre d'affaires, le pourcentage de baisse de chiffre d'affaires et le pourcentage d'activité ou de non-activité à y associer. Et donc, à chaque fois, il faudra les justifier. Et malheureusement, ça, ce sera dans les échanges que l'on pourra avoir, et c'est à chaque cas d'entreprise que de réussir à travailler ce sujet-là. Merci. Alors,
il y a des questions aussi très pointillistes, notamment sur la situation évidemment des salariés. Par exemple, est-ce que les tickets restaurants sont attribués, quid des RTT? Alors, je sais on l'avait évoqué, mais Véronique, est-ce que vous pouvez juste repréciser la situation en activité partielle suspend bien le contrat de travail et donc les éléments liés au contrat de travail ne vont pas se retrouver intégralement. Alors, normalement, sur les tickets restaurants, moi, je resterai réservée parce que j'aurais tendance à dire que alors, il y a deux cas de figure. Le salarié qui a vu réduire ses horaires de travail, évidemment qu'il conserve tous les attributs du contrat de travail, y compris les tickets restaurants. Ceux qui sont en arrêt de travail, normalement, les tickets restaurants ne devraient pas être maintenus si on se fonde sur les dispositions de droit commun. Néanmoins, j'ai lu beaucoup de choses comme vous et j'ai vu ou entendu hier soir une déclaration d'un de nos ministres qui disait que, en principe, les tickets restaurants devraient pouvoir être maintenus pendant la période d'activité partielle et ainsi que certains avantages et des instructions seraient données à l'URSSAF pour qu'elle soit tolérante en cas de contrôle. Alors, je ne sais pas trop jusqu'où ira la tolérance de l'URSSAF, mais donc ce serait la possibilité de laisser certains avantages ou attributs du contrat de travail pendant la période d'activité partielle aux salariés qui sont privés d'emploi pendant cette période, sans que ces avantages soient requalifiés en éléments de rémunération par la suite. Donc ça, c'est pour les tickets restaurants. Pour les RTT, en principe, c'est la même règle que les congés payés. Non, pardon, excusez-moi, je réfléchis en même temps que je parle. En principe, les RTT sont simplement acquis quand le salarié travaille plus que 35 heures et c'est pour ramener la durée du travail à 35 heures. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir d'acquisition de RTT pendant la période d'activité partielle chômé, c'est-à-dire sans travail. Et voilà. Merci. Alors, activité partielle et garde d'enfants, avec cette question de les personnes, les salariés qui seraient qui seraient en arrêt pour garde d'enfants ou en maladie, sont-ils ou ne sont-ils pas concernés par l'activité partielle? Donc, ils ne le sont pas tant que l'arrêt demeure, puisqu'en fait, c'est l'employeur qui va remplir la formalisation de l'arrêt pour garde d'enfant, et donc il a mis une date de début et une date de fin. Donc, tant que cet arrêt est là, ils ne peuvent pas être mis en activité partielle, quel que soit le système et le dispositif. À l'issue de la date de cet arrêt, la logique voudrait qu'ils passent dans l'activité partielle et qu'ils redeviennent dans le format, entre guillemets, que l'ensemble des collaborateurs ont. Et donc ça va vraiment être lié à la date de fin de l'arrêt pour garde d'enfant que vous aurez pu formaliser dans le document que vous aurez rempli, qui a pu être transmis derrière après pour les IG. Tout à fait. Alors, un peu en lien d'ailleurs à cela, peut-on imposer les congés payés avant de passer en activité partielle? Peut-on imposer des congés payés à un salarié? Les congés payés. Ça va avant l'activité partielle. Alors, c'est une recommandation de notre gouvernement d'appeler à la responsabilité des entreprises et de faire que, avant de passer en activité partielle, on va essayer d'épuiser les stocks de congés. Sauf que, vous l'avez vu, la loi d'urgence n'est pas allée aussi loin que le gouvernement le voulait. Donc, le gouvernement avait prévu de pouvoir faire que l'employeur impose des congés aux salariés pendant cette période de confinement notamment ou de crise. Or, la loi permettra aux entreprises d'imposer des congés seulement si un accord d'entreprise est conclu et dans la limite de 6 jours ouvrables. Donc, ça limite considérablement la possibilité. Puisque dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat, il ne pourra pas y avoir d'accord. Donc là, pas de possibilité d'imposer des congés. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'inciter les salariés à prendre des congés. En revanche, sur les RTT,
la loi d'urgence permet à l'employeur d'imposer librement la modification des dates d'RTT qui ont été déjà posées, imposer la prise de RTT et imposer la prise de jours de congé qui ont été affectés dans les comptes épargne-temps. Donc, ça fait quand même un nombre de jours qui pourront être pris avant de mettre tout le monde en activité partielle. C'est bien entendu une recommandation et non pas une condition de validité de la demande d'activité partielle. Donc, si les employeurs ne recourent pas à cette possibilité, ils peuvent malgré tout mettre leurs salariés en chômage partiel, alors même que les compteurs de congés sont importants. Mais il y a une logique derrière tout ça, c'est que au moment de la reprise d'activité, il faut pouvoir compter sur tout le monde au travail. Et donc, si les salariés ont des gros compteurs de stock de congés à prendre au moment où on aura besoin de tout le monde au travail, ça va être compliqué. Il va y avoir également la question qui n'a pas été posée, mais que je me suis posée, c'est la question des reports. C'est-à-dire que si les salariés n'ont pas pris leur congé, si les soldes de congés ont grossi et que les salariés veulent prendre des congés au moment où il va y avoir la reprise d'activité et qu'on aura besoin de tout le monde, est-ce que l'employeur pourra permettre les reports de congés pour les salariés qui ont été en activité partielle et notamment en chômage total temporaire? Ici, évidemment, la réponse est positive. L'employeur pourra toujours accepter un report. En revanche, elle ne résulte pas d'une obligation légale, puisque les obligations en matière de report sont strictement fixées par la loi dans les cas de notamment maternité ou de maladie. Voilà. Alors, par contre, le report pourra être imposé par le salarié à l'employeur pour les salariés non pas qui étaient en activité partielle, mais qui étaient en maladie. Maladie, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils avaient bénéficié de l'arrêt pour garde d'enfants. Ces salariés, à mon avis, pourront faire jouer les dispositions du Code du travail qui permettent de demander un report des congés entre 12 et 36 mois. Merci Véronique. Vraiment énormément de questions. On a évoqué la question de l'activité partielle et du portage salarial. Alors, dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'une société qui fait du portage peut mettre les salariés qu'elle porte en activité partielle, c'est ça? La réponse est oui, puisqu'ils sont liés à un contrat de travail, par contrat de travail. Donc oui. D'accord, très bien. Et alors, justement, en termes de périmètre aussi, à plus de 2-3 fois, on se demandait si, qu'en était-il des salariés qui étaient embauchés, qui devraient prendre leur fonction au 1er avril? Le 1er avril, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore pris leur fonction et qui arriveraient alors que la société a mis déjà en activité partielle, c'est ça la question? Oui. Alors, dans cette hypothèse-là, d'abord revenons au droit commun. Lorsque un contrat de travail a été proposé avec une date d'embauche, à un moment où le salarié arrive dans la société alors qu'elle a déjà mis en œuvre le chômage temporaire, on va dire total. Ici, il y a le bon sens qui prime, c'est-à-dire, la négociation individuelle. Il n'est pas interdit de négocier avec le salarié qui devait arriver le 1er avril un report de sa date d'arrivée. Mais évidemment, là, on est sur la négociation individuelle, c'est-à-dire sur l'accord des parties. Si le salarié ne souhaite pas voir reporter sa date d'entrée, la réponse est très claire. Il pourra, le 1er avril, lorsqu'il arrivera, bénéficier de l'activité partielle au même titre que les autres salariés de l'entreprise. Qu'ils soient ou pas en période d'essai, d'ailleurs. D'accord. Et est-ce que je peux juste revenir, à moins qu'on ait déjà répondu, mais sur la question des collectivités territoriales et l'activité partielle. Est-ce possible? La question était, est-ce que les collectivités territoriales peuvent avoir recours à l'activité partielle? Alors, en l'état des textes, non, mais j'ai lu que dans les ordonnances qui devraient paraître, il y aura un élargissement des sociétés pouvant en bénéficier et les collectivités territoriales rentreraient dans le dispositif. D'accord. Merci beaucoup. Alors peut-être,
encore deux, trois questions. Si on revient sur la... j'ai perdu dans toutes mes feuilles, il y a tellement de questions. Si je reviens peut-être sur la question de l'indemnité et de ce que supporte l'employeur. Est-ce que, Véronique, tu peux refaire un point? D'accord. J'ai vu passer beaucoup de questions effectivement sur le sujet et notamment sur les exonérations de cette indemnité. Donc, encore une fois, la règle, je la reprécise, et pardon pour ceux qui la connaissent, c'est le minimum que doit verser l'employeur au salarié, c'est 70% de son salaire brut. Donc 70% du brut, ça correspond à 84% du net. Ça, c'est le minimum. Mais encore une fois, l'employeur peut verser plus. L'État remboursera 100% de ce que verse l'employeur dans la limite des 70%, donc c'est 100% des 70%, et dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc ça, c'est la règle. Donc pour l'État, l'engagement de l'État, c'est de rembourser 100% des 70% du brut dans la limite de 6 900 €. Voilà, ça c'est la règle. Si l'employeur décide de verser plus que 70%, évidemment, ce qui dépasse les 70% reste à sa charge. Et ensuite, si l'employeur respecte les 70% pour un salarié rémunéré au-delà de 6 900, là encore, ce qui dépasse 70% de 6 900 reste à sa charge. Voilà. Là, la règle est très claire. Ensuite, j'ai vu une question qui revient très, très souvent. Quelle est l'exonération? Donc, l'exonération, c'est l'indemnité qui respecte ces montants qu'on vient de citer, c'est-à-dire qui jusqu'à 70% du brut ou 84% du net, l'indemnité ne supporte pas de cotisation sociale ou de taxes parafiscales. Seule la CSG, CRDS sera précomptée et elle sera soumise à impôt sur le revenu. La partie qui excède, les textes ne sont pas encore parus, donc là, je fais des suppositions par rapport en appliquant par analogie des règles que l'on voit appliquer dans d'autres dispositifs. Je pense notamment aux salariés en congé de reclassement où il y a un minimum qui est fixé, l'employeur peut dépasser ce minimum. On voit bien que l'exonération ne s'applique qu'à la règle fixée par le texte. Donc, à mon avis, mais je peux me tromper et on peut avoir des surprises, à mon avis, ne sera exonéré que l'indemnité à hauteur des 70% versés par l'employeur. Tout ce que l'employeur aura payé et 4,5 fois le SMIC, tout ce qui aura été versé au-delà, à mon avis, sera du salaire. Mais je peux me tromper. Hein. Ici, on est dans la prospective. Alors justement, ça va nous amener à la conclusion. Merci beaucoup d'être restés aussi nombreux en dépassement. Mais c'est vrai que ça soulève énormément de questions. On n'a pas répondu à toutes les questions, évidemment. Cela étant, vous retrouverez énormément d'informations, y compris des réponses à des questions sur le blog de Loi légale, le blog de tâches, c'est stratégie. Le replay existera et effectivement, ces informations seront présentes. Vous trouverez notamment un comparatif qui a été fait sur les mesures adoptées dans les différents États européens sur cette même question, qui donne un peu un regard. Je pense que, sans me tromper, pour conclure aussi, point sur lequel il faut insister, c'est regarder les textes et soyez attentifs aux textes qui vont être adoptés parce que, comme nous, je me répète, comme nous allons être en présence de mesures dérogatoires extrêmement importantes et un peu dans tous les sens, il est très difficile de raisonner uniquement par rapport au cadre que l'on connaissait, le cadre de droit commun qui s'appliquait jusqu'alors. Il faudra donc être très attentif au texte, évidemment. Et puis, pour vraiment conclure, en vous remerciant de votre présence et en vous rappelant qu'il y a des informations qui sont disponibles sur le blog et on vous enverra évidemment la présentation. On l'a déjà dit, nous ne sortirons pas de cette crise comme nous y sommes entrés, c'est évident. Les relations sociales, l'organisation, tout ça va être repensé.
on est dans la poursuite de la loi Pacte, nous sommes en confinement, ben c'est peut-être le moment de se poser un certain nombre de questions et d'essayer de réfléchir tranquillement à qu'est-ce qui va se passer en sortie de crise, parce qu'il va falloir tout de même reprendre rapidement l'activité, et donc il faut anticiper sur cela. Sur ce, nous vous souhaitons une très très bonne journée. Je remercie très chaleureusement nos deux intervenants et merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Arnaud, est-ce que je peux faire une rectification parce que j'ai lu les questions et je pense que j'ai fait une erreur et en voyant les questions, je le reconnais. Sur l'assiette du salaire brut des 70%, j'ai dit que c'était la même assiette que pour le calcul des congés payés et ensuite j'ai dit la règle des 10%, c'est la règle du maintien du salaire. Beaucoup ont posé la question, donc je fais la rectification moi-même. Voilà, pardon. C'est l'intérêt du live. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et prenez soin de vous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, je ne sais pas me déconnecter.